Bienvenue. Les marchés publics internationaux, c'est souvent un vrai labyrinthe, pas vrai? Aujourd'hui, on va décortiquer les règles de 5 géants du financement pour comprendre très simplement qui fait quoi et comment. On va transformer ce jargon un peu technique en un guide clair et direct. Alors, la vraie question qu'on se pose, c'est celle-là. Une fois qu'on met de côté les grands discours, qu'est-ce qui change concrètement d'un bailleur de fonds à l'autre? Où sont les subtilités, les opportunités, voire les pièges? C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, qui sont nos joueurs du jour? On a la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, l'Union européenne et l'Agence française de développement. 5 géants, 5 manières de faire, mais au fond, ils veulent tous la même chose, financer des projets qui ont un réel impact. Voyons comment ils s'y prennent. Voilà notre feuille de route, c'est simple. On va commencer par ce qui les rassemble. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. La préparation des appels d'offres, les détails qui font toute la différence et ce qui se passe après qu'un contrat est signé. Et bien sûr, on finira avec ce qu'il faut absolument retenir. Allez, on y va. Ok, première étape. 5 bailleurs, un seul objectif. Pour bien comprendre les différences, il faut d'abord voir ce qu'ils ont en commun. C'est un peu comme avant de comparer des applications. Il faut savoir sur quel système d'exploitation elles tournent. C'est ce qu'on fait tout de suite. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec les principes fondamentaux. C'est un peu leur ADN commun, si on veut. Et on va voir que, même s'ils n'écrivent pas les choses exactement de la même façon, ils partagent souvent les mêmes grandes idées. Alors ça, c'est la règle d'or, le point de départ de tout. Ce n'est pas la banque qui gère les choses sur le terrain, non. C'est le pays, l'organisation qui reçoit les fonds. C'est lui le patron du projet. Et ça, c'est fondamental. Le but, c'est bien de renforcer les compétences sur place, pas de tout faire à leur place. Regardez ce tableau, c'est super intéressant. On voit tout de suite que transparence, économie, efficacité, là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est la base. Mais là où ça devient subtil, c'est sur l'équité et la concurrence. L'UE ne mentionne pas l'équité, la Banque mondiale ne liste pas la concurrence. Attention, c'est pas qu'ils sont contre, c'est juste que ces notions sont intégrées différemment dans leurs procédures. Et c'est précisément ce genre de nuance qui fait toute la différence. Allez, on avance. Troisième partie, on va voir ce qui se passe avant même que l'appel d'offres soit publié. Parce que bien souvent, c'est là que tout se joue. Bienvenue dans les coulisses. Bon, à la base de tout, il y a un plan. La plupart du temps, on l'appelle le PPM, le plan de passation des marchés. C'est une sorte de feuille de route pour les 18 prochains mois. L'Union européenne, elle, a une approche un peu différente. Elle intègre tout ça directement dans ses programmes de financement. C'est une vision un peu plus globale, disons. Et là, attention, voilà un outil qui change la vie, la clause suspensive. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est simple. Ça permet de lancer l'appel d'offres avant même d'avoir signé le chèque, si on peut dire. On prend de l'avance, sous réserve bien sûr que le financement soit confirmé au final. C'est une petite astuce qui peut faire gagner un temps fou sur un projet. Ok, on passe à la 4e section. Et là, on sort la loupe. Parce que maintenant, on va parler des détails. Et pour une entreprise qui candidate, ce sont ces détails-là qui peuvent faire gagner ou perdre un marché. Ce graphique, il parle de lui-même. La norme, c'est une garantie de soumission entre 1 et 3% du montant du contrat. Mais regardez la Banque africaine de développement, on passe à 5, voire 10%. Concrètement, ça veut dire qu'il faut sortir plus d'argent juste pour pouvoir participer. Il faut avoir les reins solides. Et ça peut exclure les plus petites entreprises. 15%. C'est quoi ce chiffre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la marge de préférence nationale. Pour le dire simplement, si une entreprise du pays est jusqu'à 15% plus chère qu'une concurrente étrangère, elle peut quand même gagner. C'est un coup de pouce assumé pour faire tourner l'économie locale. Le cas des offres anormalement basses, c'est un classique. Si un prix semble trop beau pour être vrai, tous les bailleurs tirent la sonnette d'alarme et demandent des explications. Logique. Mais la FDL met une règle chiffrée. Si l'offre est 20% en dessous de l'estimation, hop, une enquête est lancée automatiquement. C'est une sécurité pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Pour choisir des consultants, ce n'est pas juste une question de prix, loin de là. Ce tableau montre bien comment la balance est faite entre la qualité technique de l'offre et son coût. Le standard, on le voit, c'est 80% pour la qualité, 20% pour le prix. C'est le cas pour la plupart. Mais là encore, la Banque mondiale se démarque. Elle est plus flexible, 90-10, 80-20, 70-30. Plus la mission est pointue, plus la qualité pèse lourd. C'est malin. Allez, on passe à la suite. Le marché est attribué, on pourrait se dire que l'histoire est finie. Mais pas du tout. C'est là que commence une autre phase super importante, celle de la transparence et des éventuelles contestations. Voyons un peu. Alors voilà comment ça se passe étape par étape. D'abord, on annonce à tout le monde qui a potentiellement gagné. Et juste après, on appuie sur pause. C'est ce qu'on appelle la standstill période, une période d'attente. Pourquoi? Pour laisser le temps aux autres candidats de digérer et, s'ils le souhaitent, de contester la décision. C'est une garantie d'équité absolument fondamentale. Et là, attention, c'est le genre de détail qui peut tout changer. La durée de cette fameuse pause.
Certains parlent en jours ouvrables, d'autres en jours calendraires. On pourrait se dire que c'est pareil, mais pas du tout. Quand on a un délai très court pour porter réclamation, la différence entre 10 jours ouvrables et 10 jours calendriers, eh bien ça peut être un week-end entier. C'est énorme. Se faire recaler sur un marché, ce n'est jamais agréable. Mais il y a un outil génial pour ne pas rester sur sa faim, le droit au débriefing. Tous les 5 le proposent. C'est la possibilité de demander une discussion pour comprendre ce qui n'a pas marché dans sa propre offre. L'idée, ce n'est pas de refaire le match, mais d'apprendre de ses erreurs. C'est un super mécanisme pour progresser et faire mieux la prochaine fois. Voilà, on arrive au bout de notre analyse. C'est le moment de synthétiser tout ça. Après avoir regardé les détails à la loupe, on va prendre un peu de recul pour dégager les grandes leçons à retenir. Un contrat, ce n'est pas gravé dans le marbre. Les choses peuvent évoluer. La question, c'est de combien on peut modifier le budget avant de devoir tout recommencer. Ce graphique nous donne la réponse. On voit qu'une sorte de standard s'est installé à 15%. Si on dépasse, il faut une nouvelle validation. Seul la BAD reste plus flou avec le mot « substantiel », ce qui laisse forcément une marge d'interprétation. Finalement, si on devait résumer, on pourrait presque dire que chaque bailleur a sa propre personnalité. La Banque mondiale, c'est la championne de la flexibilité et de la qualité. L'AFD, c'est clairement la pionnière sur les questions environnementales. La BOAD, elle, joue la carte de l'alignement avec l'Europe. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont tous un point commun non négociable, la lutte acharnée contre la fraude et la corruption. Et voilà la grande conclusion. S'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de toute cette analyse, ce serait celle-là. Le message est clair, net et précis. La durabilité économique, sociale et environnementale, ce n'est plus juste une case à cocher pour faire joli. Non, ça devient la condition sine qua non, le critère numéro 1 pour gagner les marchés de demain. Le message est passé. Et on va se quitter sur une question ouverte. Maintenant que les règles du jeu s'harmonisent, que le développement durable est au centre de tout, quelle sera la prochaine étape ? Est-ce que la vraie révolution viendra de la technologie, avec l'e-procurement et l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça va tout changer ? Le débat est ouvert, et une chose est sûre, l'histoire de la commande publique n'a pas fini de s'écrire.